nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en pénal. Nous avons ce mois-ci sélectionné 3 décisions de la Cour de cassation. Ce sont surtout des décisions de droit pénal spécial. Vous allez voir, elles peuvent concerner tout à chacun. La première décision a été rendue par la Cour de cassation le 21 juin 2023. Dans cette affaire, la chambre criminelle tranche la question controversée de la conduite sous cannabidiol, donc le CBD. Juliette, que s'était-il passé ? Du CBD avait été trouvé dans une voiture à l'occasion d'un contrôle routier. Le conducteur avait admis en avoir consommé. Un test salivaire a donc été réalisé qui a mis en évidence la présence de cannabis dans la salive. Le conducteur a été poursuivi pour conduite après avoir fait usage de stupéfiants. On sait qu'après une longue saga judiciaire, la commercialisation du CBD a été légalisée en France en 2022. Mais la question de la conduite sous CBD donnait lieu à des décisions jurisprudentielles divergentes. Certains tribunaux et cours d'appel condamnaient, d'autres relaxaient. La décision de la Cour de cassation était donc particulièrement attendue. Finalement, elle juge que même avec des traces infimes, on peut être condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Sur quel fondement s'appuie-t-elle, Juliette ? Alors essentiellement sur l'article L235-1 du Code de la route qui incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants. Cet usage doit être établi par une analyse sanguine ou salivaire et surtout, peu importe le taux de produits stupéfiants. Pour la Cour, l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis est donc sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants. En résumé, cette infraction est constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, quelle que soit la dose absorbée. Dans le deuxième arrêt sélectionné, la Cour de cassation s'est penchée sur la question de l'immunité familiale. De quoi était-il question exactement, Maude ? Il s'agissait d'un homme qui vivait chez ses parents et qui utilisait notamment la carte bleue de son père pour procéder à des retraits d'argent et pour faire des achats personnels. Mais ne pouvait-on pas opposer l'immunité familiale ? L'article 311-12 du Code pénal prévoit en effet qu'on ne peut pas être poursuivi pénalement pour certaines infractions quand elles sont commises dans un cercle familial. Par exemple, un enfant ne peut pas être condamné pour le vol d'une chose qui appartient à ses parents. Donc l'immunité s'applique au délit de vol, mais pas seulement. Effectivement. L'article 313-3 du Code pénal prévoit que l'immunité familiale est également applicable au délit d'escroquerie. Cependant, le Code pénal prévoit des exceptions à cette immunité. Dans ces cas, la personne redevient responsable pénalement. C'est notamment le cas lorsque l'escroquerie porte sur des objets indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des moyens de paiement. Le prévenu a tenté de soulever comme moyen de défense le fait que cette immunité familiale devait s'appliquer. La carte bleue constituait le moyen de commission de l'escroquerie et non son produit. Et qu'en a pensé la Cour ? La Cour de cassation a refusé la distinction faite par le prévenu. Elle confirme que le bénéfice de l'immunité familiale est exclu lorsque l'infraction porte sur des moyens de paiement comme une carte bancaire. Elle affirme donc que l'exclusion couvre bien les cas où ces moyens de paiement constituent l'objet du délit d'escroquerie, tout comme ceux où ils servent à le commettre. La dernière décision a été rendue dans une affaire très médiatique. Un chirurgien était poursuivi pour avoir violé ou agressé sexuellement de jeunes patients quand ils étaient en salle de réveil, et donc inconscients. Dans ces circonstances, on se doute que la plupart des victimes n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était passé. Toutefois, quelques victimes se sont souvenues. L'une des patientes du chirurgien, devenue majeure, a en effet porté plainte. Une enquête a alors été ouverte et a permis de découvrir au domicile du chirurgien des carnets conduisant à soupçonner l'existence de centaines d'infractions sexuelles commises par cet homme à l'occasion de son activité. La plupart des victimes étaient mineures. Inévitablement, la question de la prescription s'est donc posée. Le chirurgien estimait en effet que, pour certaines victimes du moins, les infractions étaient prescrites. En effet, dans leur version en vigueur à la date des faits, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale prévoyait que lorsque la victime est mineure et que le crime ou délit avait été commis par un ascendant légitime ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription de l'action publique ne commençait à courir qu'à partir de la majorité de la victime. Mais la Cour de cassation refuse cette interprétation. Elle juge que les patients mineurs lui avaient été confiés en sa qualité de chirurgien et s'étaient trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution d'actes chirurgicaux, même temporairement. De la sorte, l'accusé avait autorité sur les mineurs victimes, ce qui justifiait de reporter à leur majorité le point de départ de la prescription. On peut préciser pour terminer que l'article 7 du Code de procédure pénale prévoit désormais que l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47, et notamment les viols, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit en tout état de cause par 30 années révolues à compter de la majorité. De plus, s'il s'agit d'un viol,
En cas de commission d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle sur un autre mineur par la même personne, c'est-à-dire en cas de crime ou délit sériel, le délai de prescription de ce premier viol est prolongé jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode. Belles vacances à tous!